les génies de la rénovation résidentielle et commerciale. Avec le groupe Rénométrix, votre rénovation de rêve deviendra une réalité. De retour sur les ondes de Montréal Pluriel, votre émission du matin. Alors, ce matin, l'actualité est à l'éducation. On discute éducation avec M. Édouard Tacot, président du Fonds 1804. Édouard, comment ça va? Ça va bien, Greg. Ça va bien. Ça fait plaisir d'être à l'émission et d'avoir le temps d'en parler. Oui. Mais je veux te faire un petit commentaire Vas-y. sur dans ton choix musical. Est-ce que je peux me permettre d'aller dans ce domaine? Vas-y, il n'y a pas de problème. Pendant que je venais sur la route, je t'écoutais bien sûr. Et normalement, pour les gens qui me connaissent d'une certaine période, Oui. tu as joué du Tikabzi. Oui. Et normalement, c'est déjà une raison assez suffisante pour annuler une entrevue dans le temps. Parce qu'à l'époque, comme producteur-manager de Campèche, quand tu écoutes du Campèche actuellement, tu vois que ça a été bien fait. Et on savait qu'à l'époque, on avait vraiment une amicale compétition. Oui. Et on s'amusait beaucoup avec les frères polémique Duperval, en jazz local. polémique. Ouais, et là, ouais. on jouait ça et puis ça brassait beaucoup à la ville. Et à l'époque, je me disais comme clin d'œil, quelqu'un qui me recevait en entrevue avec du Tikabzi. C'est presque une provocation. Ouais, normalement, il faut jouer du Campèche. Donc, quand même, on s'amusait bien, Sébastien, toute la gang. On avait beaucoup de plaisir. Oui. On se rencontrait, on avait une bonne communication. Mais pour stimuler les fans, Oui. on avait vraiment... Mais ça fonctionne toujours, une certaine animosité entre les groupes, justement, quand on parle de polémique. Oui. Il y a toujours ça pour relancer, justement, l'un l'autre et faire, justement, que le public s'engage, justement, d'un bord ou de l'autre. C'est vraiment intéressant. Ça avait tellement marché comme conclusion. Je me rappelle le fameux spectacle Campèche Kabzi qui avait été produit à l'époque, coproduit avec Ronnie, qui doit écouter. Je dis bonjour. Il y avait 1600 personnes pendant qu'il y avait Tropicana en ville, au collège de Maisonneuve. C'était complet. C'était les billets les plus recherchés en ville. Le fameux Campèche Kabzi. Donc, ça me rappelait du bon temps, un clin d'œil. Écoute, donc, on va jouer pour être juste, on va jouer du Campèche. C'est bon. Maintenant, ceci étant dit, c'est toujours un bon choix musical. Emeline, c'est toujours très bien. C'était vraiment un clin d'œil amusant. Édouard, l'objectif du fonds cette année est d'amasser 50 000 $. Oui. C'est le double de l'année passée. OK. Pourquoi un objectif aussi ambitieux? Écoutez, l'objectif est ambitieux, mais c'est surtout les besoins aussi. Si on regarde l'historique du fonds, lors de la première année, on a remis 19 bourses. Ouais. L'année dernière, on a remis 63 bourses. Mais il y avait quand même plus de 155 dossiers qui nous étaient soumis par les écoles. Wow. N'oublions pas, quand les gens soumettent des dossiers, c'est déjà des dossiers méritants. C'est des dossiers qui ont été présélectionnés par l'enseignant, par l'organisme en question. Donc, déjà, après notre deuxième année, on ne pouvait pas satisfaire la demande. Okay. Et on sait que, vu que la notoriété du fonds augmente, aussi l'appui du fonds augmente, donner 50 000 $ cette année va aller dans le sens de répondre un peu mieux aux besoins. Et même si on donnait 100 000 $, on ne pourrait pas satisfaire tous les besoins, mais on a vu l'impact de ces bourses-là et on sait qu'on peut y arriver. OK. Parlons justement de problématiques, de problèmes, de difficultés, tu dis répondre à la demande. Parlons de la demande, justement. Moi, je suis né ici. Je suis banlieusard depuis tout jeune. Je comprends moins la réalité des jeunes actuellement, ce qu'ils vivent. OK? Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question, c'est quoi les besoins de ces jeunes-là? Bien, si on regarde, bon, c'est sûr, les besoins des jeunes, on peut regarder globalement, mais en termes en éducation, ce qu'on voit comme on a, c'est que statistiquement, OK, déjà au Québec, on a un taux de décrochage scolaire qui est assez élevé. Quand une société perd un jeune sur 5 au secondaire, n'oublions pas, on ne parle pas d'un jeune sur 5 qui n'a pas de diplôme universitaire. On parle à la fin du secondaire, il y a un jeune sur 5 en général dans la société. Et c'est 20 de la population. C'est 20 Et dans certaines communautés comme les nôtres, on tombe dans des taux de 40 C'est-à-dire, on va en perdre 2 sur 5.
Et quand on en perd 2 sur 5, bon, c'est sûr qu'il y a toujours un message d'espoir. Il y en a qui finissent par raccrocher 1 année, 2 années de plus par l'école des adultes, puis finir par finir le secondaire. Donc, il y a un enjeu important. Certes, il y a eu des améliorations depuis les dernières années, mais l'enjeu est encore très significatif. 40%. Mais qu'est-ce qui se passe? Bon, et souvent, on parle de discrimination, on parle de, tu sais, des gens qui sont outragés par, toutes sortes de situations, tout ça. Ça, là, ça passe presque inaperçu. Il y a très peu de gens qui s'intéressent à ça. Pourtant, ça, c'est quelque chose qu'on devrait s'outrager, justement. C'est une vraie tragédie, là. 40%, c'est presque 50% de nos jeunes qui finissent même pas le secondaire. C'est extraordinaire. C'est sûr que c'est comme toute catastrophe qui se déroule un à un. Ça passe toujours plus facilement sur le radar. On n'a qu'à regarder en termes de... un accident d'avion, c'est 200-300 personnes en même temps. Oui. Bon, ça va faire les nouvelles. Mais les accidents d'auto, vu que ça se passe un à un, ça fait moins les nouvelles. Donc, il y a cet élément-là aussi. Il y a cet élément où c'est pas les jeunes ne décrochent pas par cohorte. C'est un jeune ici, un là. Oui. Bon, il y a aussi un élément quand on veut regarder par rapport les différences qu'il y a entre les groupes. C'est quand on prend le taux de diplomation en général et qu'on commence à regarder certaines communautés, il y a toujours pour le milieu d'avoir le sentiment de stigmatiser. Ouais. Je me rappelle quand j'étais membre du Conseil supérieur de l'éducation, j'étais membre pendant 8 ans, et on avait un débat où des gens disaient « Parler de ces données-là risque de stigmatiser. » Et moi, je dis, ne pas en parler, ça empire la situation parce que les experts connaissent le problème, le milieu de l'éducation connaissent, mais on empêche les gens concernés d'en prendre conscience. Et vous savez, dans toute problématique, la première étape de la solution, c'est de prendre conscience. Oui, c'est ça. Savoir qu'il y a un problème. Et il y a un problème. Et je tiens aussi à dire, c'est pas un problème uniforme. Alors, si on regarde la question de la réussite et du décrochage, c'est pas uniforme. Donc, c'est pas comme si dans chaque groupe, dans la communauté, on va retrouver les mêmes taux. Parce que il y a des conditions qui amènent vers ça. C'est-à-dire probablement chez les gens dans la communauté qui ont une famille avec des diplômés universitaires et des conditions socio-économiques plus favorisées, ils ne vont pas avoir de taux de décrochage de 40% dans leur milieu. Là. Le taux de diplomation va être à peu près comme dans la moyenne, sinon mieux. Parce que parmi les éléments qui prédisposent, il y a les contraintes personnelles, il y a les questions institutionnelles. Est-ce que l'école est attrayante? Est-ce que l'école du milieu est attirante pour le jeune? Mais il y a aussi les conditions socio-économiques. Oui. Est-ce que c'est plus répandu dans certains quartiers? On parlait de stigmatisation. Nous, on va dire les vraies choses. Parce que je regarde la communauté haïtienne, surtout, les points de chute initiaux étaient, Quartier-Ville, Montréal-Nord, Saint-Michel. Et ensuite, avec l'augmentation du revenu et de l'éducation, il y a une migration vers les banlieues, que ce soit Laval, que ce soit Repentigny, que ce soit la Rive-Sud. Et on laisse des quartiers à eux-mêmes, comme Montréal-Nord, comme Saint-Michel, où les conditions sont plus difficiles et les gens, des revenus moyens moins grands. Est-ce que c'est plus répandu dans ces quartiers-là? C'est sûr. C'est sûr parce que quand on prend un certain nombre d'enjeux, prenons un jeune qui vient d'arriver à Montréal, qui arrive d'Haïti. Lui, il y a les questions d'adaptation. Oui, Haïti est francophone, mais ça ne veut pas dire que tous les enfants sont scolarisés en français. Il y a les questions d'adaptation, les classes d'accueil, apprendre la langue. Il y a comprendre le système. Il y a pour le parent de se retrouver dans le système. Parce que moi, pour être issu d'une famille d'éducateurs, les parents en Haïti envoyaient les enfants à l'école en disant au directeur « Je vous amène mon enfant. Oui, je vous le confie. Je vous le confie avec tout ce qui vient avec. » Oui. Et le même parent se retrouve ici. On parle du rôle du parent dans l'implication du parent à l'école. Donc, il y a cet élément-là. Il y a la question du chômage. Un enfant qui doit travailler pour aider à subvenir à ses besoins complique la situation. Un enfant qui est dans un milieu où
il n'y a pas nécessairement de réussite issue d'un parcours scolaire. Ça décourage. Donc, en disant ce portrait-là, on est en train de voir que oui, il va avoir un impact. Donc, regardons les commissions scolaires. Les commissions scolaires anglophones performent beaucoup mieux que les francophones. Mais parmi les francophones, la commission scolaire qui a la moins bonne performance, c'est Pointe-de-l'Île. La commission scolaire Marguerite Bourgeois fait beaucoup mieux. Mais je vous dirais, Marguerite Bourgeois, c'est le secteur un peu plus à l'ouest de Montréal. Oui, il y a les poches de Pierrefonds, il y a quelques zones un petit peu plus difficiles, mais on est dans des milieux de parents plus favorisés, tandis qu'à Pointe-de-l'Île, on a un cocktail plus explosif. Mais je suis content que tu amènes le point parce que c'est dans... on parle d'abolition des commissions scolaires. Moi, au départ, j'étais pour, mais je me suis toujours dit que les commissions scolaires ont un rôle de répartition au niveau des écoles plus riches, moins riches. Bon, ça permet que l'école moins riche puisse performer ait plus de moyens par rapport à si elle était elle-même tout seule. J'ai peur, moi, que justement, ça crée un énorme clivage entre les écoles qui sont plus riches et les écoles qui sont plus pauvres dans certains quartiers si on abolit des commissions scolaires. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bon, c'est sûr que les enjeux de structure, très souvent, ici, on a tendance à dire qu'on a un problème, on va voir qu'est-ce que c'est comment on peut changer la structure. La commission scolaire, comme structure, a un rôle à jouer. Moi, je ne voudrais pas que le directeur de l'école primaire de mon enfant ait à gérer des contrats de plomberie, de s'occuper de la paye. Il va s'éloigner. N'oublions pas que le directeur dans une école doit être un leader pédagogique. C'est-à-dire, c'est quand même lui qui devrait donner cet engouement. On le voit, l'impact d'une direction très impliquée. Mais si vous prenez un directeur d'école, vous en faites un gestionnaire de bâtiment, le gestionnaire de cet ensemble-là, mais son horaire va être quoi pour ses élèves? Donc, la nécessité d'une certaine structure de gestion est là. Maintenant, appelons ça commission scolaire ou autre. Je pense que des fois, on met trop d'emphase sur le débat des structures. On n'a qu'à regarder en santé comment on change la structure, mais c'est pas nécessairement ça qui va faire que les gens vont être plus en santé. Donc, il y a un rôle et tu touches un point hyper important. Une certaine péréquation. C'est sûr que si les budgets de l'école étaient liés au budget des parents, de la taxe scolaire issue des parents, on aurait un problème. De toute évidence, l'école Saint-Clément à Ville-Mont-Royal est beaucoup plus favorisée que l'école dans un quartier plus pauvre, à Hochelaga-Maisonneuve ou à Montréal-Nord. Donc, il y a ce rôle-là que la commission scolaire le fait, mais il y a aussi des endroits où le ministère peut donner des grandes balises. Mais il faut donner, par contre, le moyen aux écoles d'avoir des écoles qui sont plus à l'image des gens qui les fréquentent. Au lieu de standardiser les écoles, je ne sais pas si vous avez été faire un tour dans les écoles dernièrement. Moi, je suis issu de l'école publique. J'ai été faire un tour à l'école Saint-Exupéry, mais je me dis, mon Dieu, on peut mettre un peu plus de vie. Une école, ça doit être plus le fun. Donc, et les enfants ne sont pas tous pareils. Plus l'école va être attrayante pour le jeune, et c'est prouvé. Repeindre une école peut avoir un impact sur la réussite du jeune. Juste rendre l'école plus attrayante, parce que lui, il passe sa journée là. Donc, au lieu de faire des débats de quelle structure ou autre, je pense qu'on devrait se donner les moyens pour que le directeur d'école ait son rôle de leadership pédagogique, qu'on donne les moyens, encore plus de moyens aux écoles défavorisées, pour que ces écoles-là puissent faire de ces milieux-là des milieux agréables pour le jeune. Justement, parlons-en. On va faire une petite pause publicitaire, mais j'ai une question brûlante à te poser. Oui. Skin FM 106.3, Montréal. Mes parents vivant en Haïti, dans l'arrière-pays, sont âgés et se déplacent difficilement. Donc, pour leur transfert d'argent et de produits alimentaires, je fais affaire avec Cam Transfert, la seule compagnie à offrir la livraison à domicile partout en Haïti, et cela en un temps record. Cam fait mon bonheur. Un problème arrive? Pas de panique. Cam est une équipe sérieuse et dynamique qui vous accompagne tout le long de la transaction. Rien de moins. Service promis doit être rendu, point barre. Pour tous vos transferts d'argent et de produits alimentaires, Cam Transfert est la seule référence. Cam est formidable. Pour toute information, composez le 1-800-934-0440.
Elle vous plaît? Vous la voulez? Les pièces sont même déjà meublées? Un seul hic, vous n'avez pas encore votre financement hypothécaire. Rien de plus simple pourtant. L'équipe de Solutions Prêt vous offre un service rapide, efficace et courtois. Il s'occupe de tous vos démarches de financement hypothécaire. Un seul numéro, 514-992-5676. Un seul site web, www.solutions.prêt.ca. La 5e édition du festival Orientalis, c'est l'Orient au bout des doigts. Du 23 au 26 juillet au quai Jacques-Cartier du Vieux-Port de Montréal. Spectacles inédits présentés sur 3 scènes, ateliers, dégustations, animations de foule. Des activités pour petits et grands seront offertes gratuitement dans la Médina orientale en plein cœur de Montréal. En famille ou entre amis, venez célébrer avec nous la rencontre de l'autre. Visitez festivalorientalis.com. Les radios Mike FM et Skin FM, fiers partenaires de la 5e édition d'Orientalis. Sur Skin FM, l'excellence a un nom, et ce nom est Montréal Pluriel. De retour sur les ondes de Montréal Pluriel, votre émission du matin. Alors, on parle avec Édouard Stacco du Fonds 1804. Édouard, est-ce que les budgets des écoles sont adaptés en fonction des défis qu'elles ont à réaliser? Bon, c'est sûr que comme gestionnaire en éducation, j'ai un certain devoir de réserve, mais je pense que à la longue, on a eu tendance à regarder les dépenses en éducation comme des dépenses. Puis une société ne dépense pas en éducation. Une société investit en éducation. C'est un investissement, c'est l'investissement la plus rentable, c'est l'investissement qui a le plus d'impact dans tout, sur la santé, sur le bien-être, sur la participation civique, sur tout. Donc, je pense qu'il faut, dans une logique de gestion budgétaire, de traiter l'éducation différemment. Par contre, ça ne veut pas dire que les organisations ne peuvent pas être plus efficaces. Je pense que les technologies offrent de belles opportunités. Il y a moyen pour toute organisation d'être plus efficace. Mais on ne peut pas couper dans l'éducation comme on coupe ailleurs. Parce que les enfants qui auront vécu ces coupures-là, eux, ils vont vivre avec les problèmes pendant longtemps. Donc, on ne peut pas dire on coupe. Tandis que je comprends que retarder l'investissement dans une route peut donner des difficultés, mais on finit par rattraper. Mais l'enfant qui vivrait dans une école qui a été vraiment chamboulée, baisse des services, lui, il ne passe qu'une seule année au début de son primaire. Il fait 6 ans au primaire, il fait 5 ans. S'il fait une génération de coupures, lui, il aura eu un bagage moins intéressant. Et c'est prouvé dans toutes les études. Les investissements en éducation rapportent pour une société. Oui, et compresser comme ça peut faillir une génération complète. Mais compresser, mais c'est sûr que pour les administrations, quand ils doivent compresser, surtout, n'oublions pas, les organisations évoluent avec un cadre législatif, un cadre des conventions de travail, et la plupart des dépenses en éducation ne sont pas nécessairement très compressibles. Une grosse partie, c'est les salaires, les coûts fixes. Donc, quand on demande à une maison d'enseignement de faire un sacrifice en disant, ben écoutez, sur un budget de 500 millions, couper 10 millions, ça paraît peu. Mais c'est pas vrai qu'il peut couper 10 millions sur 500 millions. Quand on enlève toutes les parties non compressibles, donc on doit commencer à avoir ce qu'on voit aujourd'hui, certaines réductions de services. Et ces réductions de services-là, n'oublions pas que le rôle, entre autres, d'un État comme nous, c'est de favoriser l'égalité des chances. Il faut s'assurer que les enfants qui ont besoin de plus de services ne se retrouvent pas dans des écoles où on doit avoir moins de services. Parce que là, on est en train de passer à côté totalement. Totalement, parce que ces enfants-là, ils vont prendre des retards. Ces retards-là peuvent avoir des impacts sur leur réussite et même favoriser, d'une certaine mesure, les décrochages. Et n'oublions pas qu'un jeune qui ne termine pas son secondaire, c'est 200 000 $ par jeune. Une cohorte, c'est 1,9 milliard qu'une société perd. Donc, lorsqu'on fait des coupes en éducation, lorsqu'on ne favorise pas la réussite, la logique économique tient à court terme. Mais à long terme, ça ne tient pas. 40 on disait. Qu'est-ce qu'on peut faire
en contribuant au fonds ou en faisant autre chose pour justement avoir un impact direct sur ce 40%-là? Je pense que le premier point, l'idée avec le fonds, c'était de permettre à des gens, monsieur, madame, tout le monde, de s'impliquer, de devenir un acteur dans la question de la persévérance scolaire. Parce que tout le monde ne vit pas le problème dans sa proximité. Ouais. Tout le monde aussi n'a pas cette disponibilité pour faire des bénévolats partout et c'est pas toujours faisable. Mais en participant au fonds, vous contribuez à faire qu'aujourd'hui, en plein mois de juillet, une émission comme Greg parle d'éducation. Ouais. Et c'est ça le fond. C'est de mettre à l'avant-scène cet enjeu-là. Parce que pour bâtir une communauté forte, il faut avoir une jeunesse qui réussit bien. Parce que, Greg, tu es plus expert dans les questions économiques, mais regardons la situation. C'est que l'économie au Québec, c'est l'industrie manufacturière qui, pour nos parents, quand ils venaient arriver, la fameuse manufacture, c'est ça, qui permettait justement... Cette intégration-là n'est plus là. On a perdu, je pense, c'était de 21-22% à peine 15%. Et quand on regarde dans les 3 secteurs de l'économie, du savoir faible, ça veut dire là où on a moins besoin de certaines compétences, et savoir moyen ou élevé, mais l'économie passe de plus en plus vers une économie du savoir, surtout au Québec. Donc, c'est important d'en parler. C'est important d'en parler avec fierté. C'est pour ça 1804. On ne veut pas dire aux jeunes, vous n'êtes pas bons. Non, pas du tout. C'est pas ça le discours. C'est ça l'école nous disait, qu'on ne veut pas stigmatiser. Nous, on dit on ne stigmatise pas. Parce que lorsqu'on était esclave, on le savait qu'on était esclave. Mais on aspirait à la liberté. C'est bon. Donc, on en parle et on contribue au fond qui permet d'avoir ce jeune-là, lui, va devenir un modèle et de réussir et d'aller de dire, moi, ma communauté reconnaît mon effort. Et ça, on applique ainsi le fameux proverbe africain, ça prend tout un village pour aider... pour éduquer un enfant. Donc, on fait partie de ce village-là. Mais ce que j'aime avec le fonds, franchement, c'est vous privilégier, et ce qu'on fait souvent, qui est bon, mais ça a ses revers, on privilégie l'excellence. Okay? On prend un certain groupe, c'est les jeunes premiers, ceux qui réussissent, sont bons, sont ci, sont ça, et on met tout l'emphase sur eux. Okay? Vous mettez l'emphase sur la persévérance. Oui. Qui est celui qui a des difficultés qui sont plus, je dirais pas plus grands, mais malheureusement, au départ, là, comme sa chance n'était pas la même que ce qu'on dit toujours qu'on part de la même place. C'est tellement faux. Il y a des gens qui partent avec des défis très, très particuliers dans un très, très jeune âge. Par exemple, si ta mère travaille 2 jobs, elle est seule, elle n'est pas capable d'arriver, puis que toi, tu dois travailler pour aider la famille, ben, tu n'auras pas la même vie qu'un jeune que lui, justement, on lui a tout donné. Ses parents ont pu tout lui donner en tant que tel. La persévérance, c'est important, surtout dans le cadre de nos communautés, où ce que malheureusement, on tend à... Comment je pourrais dire ça? Tu sais, on réussit, on fait des bonnes études, on a des beaux emplois, on quitte pour la banlieue, puis on ne s'occupe plus de ce qui se passe ailleurs. OK? Donc, c'est ça, pour moi, la persévérance, puis l'importance de ça. À part le financement, là, quels sont les défis propres au fonds? Je vais y revenir sur le défi du fonds, mais c'est intéressant l'angle que tu amènes. Et c'est un angle très important que le fonds, nous, on a dit, quand on a dit on embrasse la persévérance, c'est pas pour s'éloigner de l'excellence. On sait que la persévérance est présente dans l'excellence. La persévérance est présente partout. Mais nous, ce qu'on s'est dit, quand on regarde une histoire comme une des jeunes boursières qui est arrivée du tremblement de terre, qui a perdu sa famille, qui arrive ici et sa tante décède tout de suite après, elle, son excellence, c'est cette capacité-là de rester à s'accrocher, qui est en train de l'outiller pour devenir plus tard quelqu'un qui va rayonner dans son milieu. Et c'est pour ça qu'en prenant la persévérance, on sait que la persévérance est toujours gagnante. Est gagnant pour celui qui a des difficultés,
est gagnant pour celui qui a plus de facilité. Donc, on offre un modèle qui n'est pas basé sur Édouard Stacco, je suis une vedette. Non, c'est pas ça. Ou Greg. On le sait que nous, on a nos superstars. On le sait. Dany Laferrière est d'origine haïtienne. On le sait tout ça. On a en nous cet élément-là d'être excellent. Mais aussi, ce discours de la persévérance-là, quand un jeune vit des difficultés, lui demander d'avoir 95, ça semble tellement irréaliste qu'il va se décourager. Lui demander de s'accrocher, de rester, de piocher pour aller chercher son 60, ça semble plus accessible et c'est gagnant pour tout le monde. Sur les défis du fond, les défis du fond, c'est de faire que plus de personnes, comme toi, Greg, je t'en parle parce que tu l'as embrassé. C'est pas uniquement une question de Greg m'invite à la radio, mais Greg comme PDG d'entreprise qui aujourd'hui pourrait dire moi j'ai pas ce problème-là, qui a peut-être n'a jamais eu dans son entourage. Je dis non, mon entreprise s'implique et moi je m'implique. Je m'implique en donnant une bourse, 2 bourses Capital Plus. Je m'implique en faisant qu'il y ait cette rencontre-là pour le jeune qui est important entre un donateur comme Greg, auquel il s'identifie, et lui. Et c'est une façon pour dire, regardez, moi je suis dans le domaine financier, mais je sais que c'est hyper important que je vienne m'associer à la persévérance parce que ce jeune-là, c'est lui qui va aider aussi à bâtir cette communauté de force. Donc, c'est d'en faire qu'on en parle le plus, qu'on ait le plus d'intervenants possible et qu'un jour, qu'on n'en parle plus. Non, qu'il n'y ait plus de nécessité d'avoir un fonds. Aïe. Édouard, on a toujours des merveilleuses discussions. On va devoir se laisser, malheureusement. Et c'est vraiment à contre-cœur parce que j'avoue que j'adore ce que le fonds fait. L'idée derrière le fonds, faire la différence, aider, je trouve ça important. Puis c'est très bien que tu peux investir ton temps, ton énergie, un travailleur infatigable pour la cause de l'éducation. On va écouter, par exemple, une entrevue de Mme Marie McAndrew, PhD en sciences de l'éducation. Puis elle amène un angle, justement, sur la communauté haïtienne que, franchement, je dois vous dire félicitations. Avant d'aller à l'entrevue, je veux prendre le temps aussi de remercier l'équipe autour du fonds. Oui, non, mais définitivement, c'est pas un one-man show. C'est pas un one-man show. On a les gouverneurs, des gens qui s'impliquent énormément. Et c'est très, très important de prendre le temps de les saluer. Les gens entendent parler de moi parce que comme président, les porte-paroles ont fait beaucoup d'entrevues. Mais les 13 gouverneurs, qui sont tous des gens qui sont très occupés et qui prennent de leur temps pour s'investir au fond, parce que le fond, nous n'avons pas d'employés. Donc, tout ce qui se fait au fond se fait avec l'aide de personnes bénévoles. Je sais que vous allez recevoir un des membres d'ailleurs, oui. Le gouverneur Kelly Altidore, donc, qui va être là. Donc, je veux les remercier chacun d'entre eux pour leur participation, si tu permets, je l'ai nommé. Oui. Les gens connaissent Franz Benjamin, qui, en plus de présidence du conseil municipal, s'implique au fond. Je veux parler de Janie Télémac, Nel Armand, Arcel Apollon. Je veux parler de Fabienne Télémac. Je veux parler de Kelly Altidore. Je veux parler de mon Dieu. Oui. Là, c'est pas le temps d'en oublier un parce que... Je vais parler d'Henri Robert Durandis. Je vais parler de Hervin Alphonse. Oui. Je vais parler de Steve Boussiki. Oui. De toute l'équipe. Je veux parler d'Alexandra Gentil. Oui. Donc, toute cette équipe de personnes, des nouveaux et des anciens qui étaient là, qui font que le fonds existe. Et on a une belle réussite avec votre appui. Et on a aussi notre page Facebook, Fonds 1804. Et bien sûr, un site web, fonds1804.org. Merci à... Longue vie au Fonds 1804. On va écouter justement Mme McAndrew. C'est une PhD en sciences de l'éducation et elle sait de quoi qu'elle parle, donc on va l'écouter. Je suis Marie McAndrew, professeure à l'Université de Montréal. Depuis plus de 30 ans, je travaille sur l'intégration scolaire des élèves issus de l'immigration, plus particulièrement leur réussite scolaire. J'ai dirigé, entre autres, la chaire de recherche du Canada sur l'éducation et les rapports ethniques. Et je suis encore la directrice du groupe de recherche Immigration, équité et scolarisation.
C'est donc avec enthousiasme que j'ai accepté de contribuer au Fonds 1804 pour la persévérance scolaire et de témoigner dans ce bref message des motifs qui ont été à l'origine de ma décision et qui, à mon avis, devraient également inciter bien d'autres personnes à s'impliquer. Alors, je pense que personne ne doute que la réussite scolaire, c'est vraiment un enjeu central au Québec de nos jours. Et je dirais que c'est encore plus important quand on est issu de l'immigration. On sait que pour les parents immigrants, c'est souvent la réussite des enfants qui permet de dire qu'on a réussi l'intégration dans le nouveau pays. Il y a quelques années, on avait fait déjà une recherche en collaboration avec la communauté, ce qu'on avait appelé les communautés noires, mais au sein desquelles il y avait un groupe important de la communauté haïtienne, où on avait essayé de vérifier jusqu'à quel point est-ce que les enfants de cette communauté ont des problèmes de réussite. Et malheureusement, on avait dû conclure que si beaucoup de jeunes Haïtiens réussissent très bien, il y avait quand même une surreprésentation de la communauté haïtienne parmi les jeunes qui ne terminaient pas leur secondaire. Et on avait proposé une série de pistes. Mais ce qui me réjouit beaucoup aujourd'hui, c'est de voir que c'est la communauté elle-même qui a décidé de prendre une initiative pour améliorer la persévérance scolaire chez les jeunes de la communauté. Bien sûr, beaucoup des pistes portent sur ce que le ministère ou les commissions scolaires pourraient faire de mieux, et je pense qu'il y a encore de l'amélioration à faire de ce côté-là aussi, mais c'est très rafraîchissant de voir qu'au lieu de reporter toute la responsabilité sur le gouvernement, un groupe de citoyens concernés décide de créer une fondation. Du point de vue de la communauté haïtienne, c'est aussi très intéressant parce qu'on a souvent tendance à penser la communauté comme étant soit des intellectuels comme Denis Laferrière ou alors des gangs de rue. Et là, tout à coup, on redécouvre, grâce à la Fondation, toute cette classe moyenne importante haïtienne, des professionnels, les entrepreneurs, qui contribuent tellement au Québec. Et on avait oublié que cette classe moyenne était là. Et c'est vraiment cette classe moyenne que la Fondation, évidemment, sollicite. Et donc, c'est tout à fait intéressant. Et j'ajouterais aussi qu'une des choses qui est novateur dans l'approche et qui témoigne bien que, d'une certaine façon, la communauté haïtienne, maintenant, est devenue la société d'accueil, au même titre que des communautés plus anciennes, eh bien, c'est qu'on a décidé que ce programme de bourse-là ne serait pas seulement destiné aux enfants d'origine haïtienne, mais qui serait ouvert en priorité aux enfants issus de l'immigration, mais aussi à n'importe quel élève qui pourrait être recommandé par une commission scolaire ou par un organisme non gouvernemental. Alors, il y a quelque chose là-dedans qui nous dit que la communauté non seulement se mobilise pour aider ses propres jeunes, mais elle devient aussi partie prenante de toute la bataille qui est menée au Québec actuellement pour améliorer la persévérance scolaire en général. Et ça, je pense que c'est très positif parce que ça amène à dire à d'autres personnes qui voudraient donner, oui, donner pour aider une communauté dont les jeunes, à cause de circonstances migratoires ou de circonstances économiques, rencontrent peut-être plus d'obstacles que d'autres, mais donner aussi parce que votre contribution va aider en général à l'amélioration de la persévérance scolaire au Québec, qui est vraiment un de nos objectifs les plus importants comme société. Merci. Que dire de plus, hein? Oui. Que dire de plus? Je pense qu'elle a tout dit, elle a mis le doigt dessus. Et j'aime quand elle parle des classes moyennes qui reprend le flambeau, qui reprend le contrôle et qui décide de s'investir. Je pense que c'est vraiment la direction qu'on doit aller à tous les niveaux, tant au niveau économique qu'au niveau de l'éducation. Tout à fait. Point à la ligne. Merci, Édouard Stacco. Merci, Greg, merci. Et puis, je suis contente aussi du partenariat avec l'émission, mais aussi toi comme entrepreneur. Et c'est des bonnes nouvelles que Capital Plus s'en va en croissance. Puis, oui. Quand nos partenaires ont une croissance, c'est bon. C'est beaucoup ça l'idée aussi qu'elle défendait, l'idée des entrepreneurs, des professionnels qui s'investissent. Justement, plus la croissance se fait au niveau des entrepreneurs, plus la croissance va se faire au niveau du fonds. Merci. Je t'en prie. Alors, on va faire une petite publicité, puis Anne Lovely nous attend. Fait qu'on va se dépêcher, aller prendre Anne Lovely, et ensuite, on va parler à M. Kelly Alcidor.